captivité telle qu'elle existe actuellement. Pourquoi? Parce que c'est une demande sociétale. Je prends pour exemple 135 000 signatures qui ont été réunies pour demander la fin des delphinariums. On a des moyens qui permettent de sensibiliser davantage le public sur les animaux à l'état sauvage qu'en parc zoologique, même si des efforts sont faits. Un exemple tout bête, on a arrêté les zoos avec les hommes, certes, là maintenant on a de nouvelles connaissances, donc pourquoi pas arrêter, et surtout arrêter cette mise en captivité des cétacés. Et ça doit se faire en plusieurs temps. Dans un premier temps, c'est arrêter tous ces programmes d'interaction, tous ces spectacles. Les delphinariums, ce ne sont pas des cirques, comme la Bulgarie l'a dit, ce sont des zoos. Et également, c'est envisager cette captivité de façon différente, parce qu'on sait qu'il y a des sources de souffrance pour les animaux, même si on tente d'améliorer et de réduire ces sources de souffrance. On pourrait envisager ces captivités, parce qu'on en a besoin, c'est dans le cadre des centres de soins, quand on a des cétacés qui s'échouent, donc c'est une captivité, on va dire, à court terme, pour leur permettre de se retaper avant de retourner dans l'océan. Mais également, que faire des cétacés issus de ces delphinariums? C'est la réhabilitation dans des sanctuaires. Il y a des projets qui existent où on les met sur plusieurs hectares et on leur réapprend, si c'est possible, un comportement de fuite, de chasse, pour pouvoir peut-être à terme les remettre à l'état sauvage. Alors moi j'ai déjà une remarque par rapport à votre question sur la delphinothérapie. En fait, c'est pas une situation qui est confortable pour les animaux. Donc déjà les bienfaits pour l'humain sont contestés, contestables. L'efficacité de ces programmes, c'est assez remis en question. Et après, c'est souvent source d'inconfort pour les animaux, parce qu'ils sont mis en présence d'individus avec des comportements qui peuvent être violents aussi à leur égard. Donc il y a vraiment source d'inconfort. Je suis tout à fait d'accord, il faut que ça évolue. De toute façon, depuis les années 70, ou je ne sais plus vos dates, la captivité, elle a fait que ça. Elle s'est améliorée grâce à des personnes qui réfléchissent sur comment incorporer dans les textes de loi les connaissances scientifiques. Donc ce qu'il faut faire, à mon avis, c'est peut-être un vœu pieux, mais c'est s'éloigner de ces systèmes de croyances, repartir, avoir un point de vue beaucoup plus pragmatique, basé non pas sur des points de vue, mais sur des évidences scientifiques, et à partir de là, construire un dialogue. Effectivement, il y a des projets de sanctuaires. Là aussi, c'est compliqué parce que c'est pas en 5 minutes qu'on va trouver la solution, puisque c'est des animaux qui vont être mis dans un milieu naturel. Il y a un programme d'évaluation qui a été fait à Montpellier et on s'est aperçu que cet endroit-là n'était pas propice à recevoir ces animaux-là. Je pense que vous en avez eu connaissance. C'est un lieu qui était pollué, les animaux qu'ils étaient censés consommer, parce que l'alimentation aussi des animaux dans les sanctuaires, ces animaux qui vont être placés dans les sanctuaires vont pouvoir se nourrir de poissons de leur habitat. Et on s'est aperçu qu'ils consommaient des sédiments qui avaient beaucoup de métaux lourds. Donc la chair des poissons contenait aussi ces métaux lourds. Donc c'est des projets, oui. C'est vraiment des projets qui méritent réflexion. Je pense qu'on est tous d'accord pour y réfléchir. Comme vous le disiez, il y a un élan sociétal qui n'est pas nouveau, mais qui devient de plus en plus prépondérant, qui est de plus en plus visible aussi par le grand public. J'ai participé à une table ronde au Sénat qui visait justement à réfléchir sur la place de l'animal dans notre société. Et suite à cette table ronde, qui a abouti par une conférence peut-être à laquelle vous étiez au Sénat en 2013, je pense, on est plusieurs chercheurs à avoir signé un appel pour la création d'un secrétariat d'État à la condition animale. Il y a une diapo. Si vous comptez. Oui. Voilà. Donc, s'il y a une chose que vous voulez faire pour l'animal, c'est signer cet appel, diffuser au plus grand nombre. Ce qu'on veut, c'est que ce secrétariat d'État, déjà, je pense que une chose aussi à préciser, c'est qu'à l'heure actuelle, la protection animale, elle dépend du ministère de l'Agriculture. Ça dépend de quel moment. Ouais. Ça peut être écologie, ça peut être la recherche et l'enseignement supérieur dans le cadre de la protection. Il y a l'agriculture. Oui. Il y a l'agriculture. Parce qu'il y a l'agriculture. Donc il faut que ça change. Et si vous voulez participer, je pense qu'un moyen concret, c'est peut-être la conclusion de mon intervention,
un moyen concret de faire bouger les choses, c'est de signer cet appel-là. Vous allez trouver, il y a un site, vous verrez les participants, on est plusieurs signataires effectivement, et on est plusieurs personnes à essayer de faire bouger ces lignes-là. Donc je vous invite vraiment à, si vous adhérez, je ne vous demande pas de signer à l'aveugle, mais si vous adhérez, de signer et de partager. Bien, merci à tous les deux pour votre intervention. Je pense qu'on a appris beaucoup de choses au cours de ce débat. Maintenant, j'aimerais laisser la parole au public. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Vous avez beaucoup parlé des représentations en zoo. Je voulais savoir si, d'après vous, le dressage et l'interaction avec l'humain restent profitables aux animaux en l'absence de représentation. Il y a deux choses. Je pense que les animaux, donc que ce soit les dauphins ou les orques ou les otaries, donc les mammifères marins, qui évoluent dans les institutions à l'heure actuelle, ils ont des humains auxquels ils sont familiers, avec lesquels ils vont grandir, évoluer. Ils vont interagir avec ces humains-là. Ça, c'est une chose. Et après, dans les programmes interactifs dont vous parliez, c'est des personnes non familières, avec des interactions qui sont assez cadrées. Donc là, peut-être qu'effectivement, dans la nature et dans la forme de ces interactions, il y a des choses à apporter. Est-ce que c'est profitable? Les animaux, je vous parle de ma situation, de la situation que je connais. Si les animaux ne veulent pas interagir avec les humains, ils le signifient, hein, c'est pas une obligation. Après, est-ce que c'est profitable, c'est ça votre terme? Ben justement, on a besoin d'études pour essayer d'évaluer l'impact. Donc, je vous ai parlé de cette étudiante en doctorat. Elle entreprend la dernière partie de sa thèse, ça va être sur la relation homme-animal et justement évaluer la modulation aussi des activités humaines sur les comportements des animaux. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier au bien-être animal, mais on utilise le modèle de Webster, donc qui est à un versant comportement, un versant cognition, un versant physiologie. Et sa thèse utilise ces trois volets. Donc, essayer d'avoir à un moment donné l'état de bien-être de l'animal, puisqu'il faut bien comprendre que le bien-être de l'animal, c'est bien se sentir, mais c'est bien se porter aussi. Donc, on utilise ça. Donc, pour répondre à votre question, attendez 1 an et demi. Et je reviendrai vous dire. Si je peux répondre à la question, est-ce que c'est profitable? La question, c'est profitable à qui dans le cadre de tout ce qui sont interactions? Interagir un public avec un animal, ça provoque des risques de sécurité, aussi bien pour l'animal que pour le public, et sécurité également sanitaire. Profitable, finalement, oui, à qui? C'est pour ça qu'on demande l'interaction après, la fin de ces interactions entre le public et les animaux. Par contre, après, dans le cadre de la captivité, forcément, apparemment, comme c'est présenté actuellement, il y a besoin d'avoir ce lien entre l'homme et l'animal, parce que finalement, l'homme apporte, par la stimulation de l'animal, un enrichissement. Ça, on enrichit. Postulat de base, c'est que les animaux sont stressés. Et en fait, on n'est même pas à ce stade-là. On est en train de remettre en question tout ça et d'évaluer l'état de stress. L'état de stress, c'est un état à un moment donné. Vous m'auriez vu ce matin à 10h, je suis pas dans cet état-là. Donc, si à 18h30, je serai dans un autre état. Donc, mon état de bien-être
il fluctue au cours de la journée. Et en fait, on s'aperçoit qu'avec les animaux, c'est la même chose. Et les mesures de stress, c'est essentiellement basé jusqu'à maintenant sur les mesures de cortisol. Ouais, voilà. Et donc ça, ces mesures de cortisol, il y a une étude européenne qui a été lancée l'an dernier sur plusieurs delphinariums. C'est basé sur du cortisol salivaire, justement. Donc les prélèvements, c'était plusieurs fois pendant la journée et pendant plusieurs jours. Donc là, c'est comme votre collègue. C'est super, vous avez plein de questions, mais je n'ai pas les réponses parce que les publications et les analyses, elles sont en cours. Mais là, on va pouvoir effectivement avoir une base concrète sur ces points de vue pour l'instant. Vous ne pensez pas au final que la connaissance acquise par rapport aux animaux, si on ne peut pas une nouvelle connaissance par rapport à les animaux qui sont sauvages et les animaux qui sont captifs, on est bien d'accord qu'on aura beaucoup plus de données sur les animaux sauvages. Enfin, on voit, il y a 10 fois plus de paramètres à savoir étudier sur les animaux sauvages. Oui, mais comment vous allez le faire? C'est ça, là, par exemple, donc je vous révèle un secret, surtout les BPSA, dans le cortisol, on le mesure sur prélèvement sanguin ou salivaire. Ce qu'on va essayer de mettre en place, c'est une autre technique de mesure du cortisol qu'on va pouvoir faire non seulement sur des individus en captivité, mais aussi sur des individus en milieu naturel. Parce que c'est extrêmement compliqué d'avoir le même protocole expérimental et avoir une population sauvage et une population en delphinarium. Donc, pour être capable de comparer, il faut avoir la même méthodologie. Et à l'heure actuelle, ça, c'est compliqué. Tu réponds à votre question? Alors, du coup, je vais revenir sur vous avez dit aussi comme objectif que vous pouvez étudier certains paramètres sociaux. J'ai entendu dire que parfois ils étaient quand même. On peut les arcs, ils sont isolés et quand il y a on puisse évoluer, on a tout espace. Alors, on est dans une université, donc ce qu'il vous faut faire, c'est aller chercher les sources d'informations. Je vous invite réellement à lire la littérature. Après, ce que je disais aussi, c'est que ce qui se passe pour les dauphins et les orques, c'est différent. Donc, voilà, je pense que les animaux et les espèces sont différentes. Ce qui se passe aussi sur le groupe social, c'est pas parce que vous allez mettre des individus dans un environnement confiné qu'ils vont être tous copains. Donc là, on est tous confinés dans le même espace, on n'est pas tous potes. Donc avant de dire si j'ai ou pas un groupe social, je vais être obligée de mesurer ces coefficients d'association, ils font quoi avec qui, combien de temps. Ça prend beaucoup de temps en fait à mettre en place. Donc la première année de la thèse de cette doctorante, ça a été de collecter pendant 1 an non-stop ce type de données. Donc on est en train de traiter ça. Et ce qui apparaît, c'est qu'on retrouve donc, au sein du delphinarium du parc Astérix les mêmes patterns d'association. Donc des femelles qui, selon leur état reproducteur, statut reproducteur, vont s'associer avec tel ou tel. On a des préférences au niveau des individus mâles. Donc je pense qu'il y a quand même besoin, comme je disais, d'avoir, ce qu'on a dit aussi, c'est un sens critique, mais aussi revenir aux sources et regarder réellement cette littérature-là. Est-ce qu'en captivité, parce que contrairement à un milieu naturel où en fait, quand ils utilisent l'écolocation, les flics, la majorité parlent vers l'infini, là, pour milieu fermé, ça va faire résonance, comme si on était tout nu dans une toute petite pièce et qu'on passait le temps à se voir en 4 dimensions. Je sais pas, est-ce qu'ils utilisent encore l'écolocation ou pas? Et est-ce que le fait de ne pas l'utiliser cultivement, c'est une vraiment? Alors, j'ai 2 étudiantes en thèse. Il y en a une qui travaille sur le critère des bien-être animal. Ouais, et j'ai une autre étudiante qui a pour sujet de thèse l'éco-acoustique des grands dauphins en captivité et en milieu naturel. Donc les dauphins en milieu captif font de l'écolocalisation. En fait, l'écolocalisation, elle ne va pas à l'infini parce que c'est une production de son qui consomme beaucoup d'énergie de la part de l'animal. Donc, je vais faire un cours en acoustique de manière très rapide. Les dauphins, ils font 3 types de sons. Ils font des sifflements, ils font des clics d'écolocalisation, ils font une variété de sons qu'on appelle des sons pulsés.
Les clics d'écolocalisation, pendant très longtemps, on a cru que c'était juste pour repérer l'espace et se nourrir. En fait, non. Ça peut aussi servir aux relations sociales. Et ça peut servir, par exemple, à exciter des femelles. Ils vont se servir de ça comme sextoy. Les sifflements, la particularité des sifflements, c'est qu'il y en a un qui est la signature sifflée des dauphins. C'est comme une façon d'identification sonore. Et les autres sons sont produits dans diverses interactions sociales. On retrouve ça aussi bien en captivité qu'en milieu naturel. Après, est-ce que les sons se réverbèrent à l'infini ou peuvent être nuisibles, avoir un impact négatif sur l'animal? Ce sont des experts acoustiques. Donc, en fonction de l'environnement dans lequel ils vivent, en fonction de la turbidité du milieu, ils vont gérer cette production de sons. Donc, les sons, ils sont produits au niveau des sacs aériens qui vont vibrer, et après, il y a une lentille au niveau du melon qui sert de lentille acoustique, donc qui permet de focaliser les sons. Soit je veux que tout le monde soit au courant de ce que je suis en train d'émettre, et là, je vais avoir une lentille acoustique qui va me permettre d'émettre à grande échelle. Il faut savoir que les dauphins, ils peuvent localiser leur son sur une pièce de maudit. Donc, ils sont capables, en fonction de leur environnement, de gérer ces productions-là. Les enregistrements qu'on a fait, on a retrouvé les 3 catégories de sons, on a retrouvé ces signatures sifflées. Est-ce que vous pouvez nous citer les sonneries, il y a des différences par rapport au niveau entre le milieu captif et le milieu sauvage? Non. Alors, pendant très longtemps, les outils de mesure, parce qu'en fait, la connaissance, elle dépend aussi des moyens technologiques que vous avez à votre disposition. Donc, pendant très longtemps, on a dit que les dauphins étaient capables de produire des sons audibles par l'oreille humaine et des ultrasons. Jusqu'au jour où il y en a un cétologue qui a eu l'idée d'aller enregistrer des infrasons chez les dauphins. Et en fait, les dauphins, ils sont capables aussi d'émettre des infrasons. Donc, ils font des infrasons, ils font des sons audibles jusqu'à 20 kHz et ils font des ultrasons. Et on a mesuré donc les fréquences et les signatures sifflées qu'on a retrouvées au delphinarium du parc Astérix. Donc on a fait des enregistrements à La Réunion et en voie de loupe. À La Réunion, on retrouve la même bande de fréquence d'émission des sifflements. Pour les clics, ça va dans les outils. Il est 17h30, je pense qu'on a fini. Donc, si tu avais compris, Fabienne, Mathilde va faire une thèse sur les dauphins. Sur les dauphins, ça se voit un petit peu, je crois. Merci beaucoup à tous pour cette première journée. Et merci à Florian et à Fabienne pour cette conférence qui était la plus risquée, oui, de la journée. Et j'espère vous retrouver tous demain. Pour la deuxième journée qui portera plus sur l'abattage, la matinée avec l'abattage dans le droit européen et l'après-midi sur l'abattage en France et justement quelles solutions on peut arriver par rapport à tout les vidéos qu'on a pu voir actuellement. Voilà, merci beaucoup. Demain à 8h45, ça suffit largement. Hein. On a préparé les choses, demain matin j'arrive, les tables elles sont installées, c'est vraiment cool.